webinaire de perfectionnement à la simulation sur Pléiade qui va concerner spécifiquement aujourd'hui les calculs de consommation des équipements, ce qu'on appelle la SED. Voilà, alors tout d'abord, petite présentation, je suis Stéphane Thiers, donc c'est moi qui m'occupe chez Isuba Energy du développement de Comfy. Et puis aujourd'hui, j'anime ce webinaire avec mon collègue Ludovic Bureau, que je laisse se présenter. Oui, bonjour, ouais, Ludovic Bureau, je suis ingénieur énergéticien également de formation, mais je suis passé de l'autre côté, côté développement, et je m'occupe plus particulièrement des aspects plutôt réglementaires en ce moment. Enfin, on a fait l'ARE, là j'ai fait tout ce qui était audit DPE, etc., mais je suis plutôt sur des aspects réglementaires. Voilà, et il est très calé Système sur un tous peu les plus sur le systèmes, système. en effet, bien plus calé que moi. Alors, on a structuré ce webinaire à partir des questions que les uns et les autres nous ont envoyées par écrit. Donc, on va avoir 4 parties et on va commencer par la première qui concerne les généralités. Ensuite, on abordera tout un tas de systèmes et de cas particuliers, puis les autres consommations et production d'électricité, essentiellement consommation d'éclairage et production photovoltaïque. Et nous terminerons par les résultats, les manières d'exploiter différents résultats. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire quelques rappels pour bien placer le cadre de notre webinaire, des rappels qui sont issus notamment de la formation simulation. Donc, la SED, ce qu'on appelle la SED, simulation énergétique dynamique, c'est le calcul de la consommation des équipements du bâtiment. Donc, c'est un calcul qui se fait en énergie finale. On va obtenir pour chaque poste du bâtiment les consommations en électricité, en gaz, fioul, bois et réseau selon les cas de figure. Donc voilà ce qui va concerner aujourd'hui notre propos. Donc on distingue cette SED de la simulation thermique dynamique où là on calcule des besoins, c'est-à-dire une énergie utile qui est calculée de manière théorique en supposant que les équipements sont capables à tout instant d'assurer les consignes de température, chaud et froid. Alors, ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui et ce qui est le plus complexe à aborder, c'est tout ce qui concerne le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire. Donc, pour rappel, nous avons intégré dans le logiciel Pléiade, à travers le module Comfy, la méthode réglementaire qu'on a légèrement adaptée, donc qui permet de calculer à chaque pas de temps la consommation de tous les systèmes, donc chaud, climatisation et ECS. Et aussi les consommations annexes, notamment auxiliaires de distribution. Alors, rappel de la structure proposée par la méthode THBCE. On a sur la droite ici la représentation des zones thermiques qui représentent donc le bâtiment. On va avoir dans chacune des zones qui vont être chauffées ou climatisées ou avoir un besoin d'eau chaude sanitaire, on va placer ce qu'on appelle un émetteur. Donc, c'est l'émetteur qui va faire le lien entre les besoins et les systèmes. Et donc, pour remonter jusqu'à la génération qui produit le chaud ou le froid, on va avoir des réseaux primaires et des réseaux de distribution. Alors, dernier rappel sur comment ça marche. Le calcul se fait en partant des besoins et en remontant jusqu'à la consommation. Donc, on tient compte de la nature des émetteurs et notamment du fait qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils ne vont pas répondre de manière instantanée à la consigne, qui ne vont pas être capables de chauffer instantanément le volume quand on va appliquer une consigne. On a d'abord une correction des températures de consigne à travers les variations spatiales et temporelles des émetteurs qui permet de corriger les besoins. Ensuite, on va remonter ces besoins à travers les différents réseaux et on va calculer à chaque étape les pertes. Pertes qui sont pour certaines récupérables et qu'on va pouvoir
réaffecter aux zones, donc pour corriger à nouveau les besoins. On a un calcul bouclé. Et puis, dernière fonctionnalité, dans le cas où, en bout de course, on s'aperçoit que la génération est sous-dimensionnée, on va pouvoir visualiser directement au niveau des zones l'effet que ce sous-dimensionnement a sur les températures en limitant la puissance appelée au niveau des zones. Voilà. Donc ça, c'est les différentes fonctionnalités très, très générales actuelles du logiciel. Alors, on va maintenant aborder les questions que vous nous avez envoyées sur les généralités. D'abord, une question de Landry qui était très générale. Quels sont les éléments indispensables à renseigner pour le bon calcul des consommations? Donc, la question est très générale, la réponse va l'être tout autant. Ce qu'il faut, c'est déjà renseigner tous les éléments du système, émetteur, réseau de distribution, réseau primaire et génération. Dans les générations, il faut décrire bien sûr les générateurs, les ballons, éventuellement faire des liens avec les CTA si les générations sont aussi utilisées pour faire du préchauffage ou du pré-refroidissement sur les CTA. Mais ça, c'est en règle générale. Ce que on va vous répéter certainement plusieurs fois à l'occasion de ce webinaire, c'est que vous avez tout intérêt à partir d'une approche simple, à ne pas chercher à représenter dans tous leurs détails les systèmes que vous avez en réalité sur le bâtiment. Déjà parce que dans certains cas, ce n'est pas possible. Et dans d'autres cas, ça augmente votre temps de saisie et puis aussi parfois les temps de calcul pour des gains très très faibles sur les calculs de consommation. Ludo, si tu veux rajouter un mot. Ouais, je rajouterais juste que c'est potentiellement source d'erreur également, c'est-à-dire que si on se plante sur une hypothèse d'entrée, ben on va potentiellement plus faire dériver notre modèle. Typiquement, les longueurs de réseau et les U des réseaux, dans un premier temps, j'ai presque envie de dire, si on est sur une première approche, je ne m'amuse pas trop à décrire la globalité des réseaux, quoi. Surtout qu'un réseau qui se situe dans une zone, bah, quelque part, la déperdition du réseau, elle vient compenser le besoin de chauffage de la zone considérée. Donc, décrire le réseau qui se situe dans la zone dans laquelle se situe l'émetteur n'a pas forcément un grand intérêt. Voilà, typiquement, le genre de choses qu'on peut se dire, voilà, on peut faire une description un peu plus simplifiée sur ces points. Merci Ludovic. Alors, on va passer à la deuxième question. Question de Cédric, qui, je crois, n'est pas là avec nous ce matin. Génération, circulateur, linéaire de réseau, etc. Est-ce que les informations sont à saisir en génération ou en émetteur? Donc, pour répondre à la question, il faut juste se rappeler que ce qu'on va saisir au niveau de la génération, ça concerne le réseau primaire, c'est-à-dire la partie de réseau qui part de la génération et qui est on va dire, qui est unique, quoi. Et la partie qui va être associée à l'émetteur, c'est le réseau de distribution. Donc, on a un réseau de distribution par émetteur et on va pouvoir relier plusieurs émetteurs, plusieurs réseaux de distribution à un même réseau primaire. Donc, en fait, on a une partie commune commune à la génération et des parties qui sont communes aux émetteurs. Donc, la distinction des deux sert essentiellement à calculer les linéaires. Donc, il y avait une autre question qui était liée, c'était est-ce un doublon inutile ou indispensable de remettre les informations qu'on a mis au niveau du réseau primaire au niveau de l'émetteur, c'est-à-dire au niveau du réseau de distribution? Alors évidemment, il faut éviter de créer les doublons parce que l'intérêt, pourquoi on saisit les réseaux, c'est à la fois pour calculer leurs pertes, calculer les températures qu'on va obtenir derrière et aussi les consommations des circulateurs. Donc, si vous saisissez des circulateurs au niveau primaire et au niveau distribution, vous allez, s'il n'y a qu'un seul circulateur en réalité, vous allez dupliquer
la consommation du circulateur. Il y a deux questions qui sont en train d'arriver, Stéphane. Juste, je vais rajouter deux petites infos par rapport à ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est toujours dans la recopie de la méthode THBCE. Dans la méthode THBCE, on a un émetteur groupe RE ou par groupe RT, et puis un groupe RT, ça peut être la globalité du bâtiment. Donc, quand on fait de la RT ou de la RE, on a une tendance à décrire les réseaux au niveau de l'émetteur parce que l'émetteur est fictif au sens où c'est un émetteur qui couvre l'ensemble du bâtiment. Donc, on a une tendance à décrire le réseau de distribution directement lié à l'émetteur. Comme on fait de la STD et que mon découpage des zones en STD va être beaucoup plus fin et qu'on va potentiellement avoir une zone égale une pièce, je vais plutôt prendre le problème dans l'autre sens et me dire, non, je ne vais pas m'amuser à décrire mon réseau au niveau de l'émetteur, je vais plutôt décrire un réseau primaire et pas décrire le réseau au niveau du réseau de distribution, mais bien au niveau du réseau primaire. L'intérêt de faire une double description, c'est de pouvoir avoir éventuellement deux pompes l'une derrière l'autre. Voilà. Est-ce qu'on prend les questions ou on les attend pour tout à l'heure, Stéphane? Je ne sais pas trop. Alors, peut-être qu'on va les prendre maintenant si elles sont vraiment sur le thème. Alors. Oui, donc c'était, est-ce qu'on, par exemple, sur l'histoire des circulateurs, si j'ai un circulateur réseau primaire et un circulateur réseau distribution, est-ce que je peux mettre la puissance tout sur le réseau primaire, par exemple? Est-ce que ça revient au même après dans le calcul des consommations des circulateurs? Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Parce que si mon circulateur, mon réseau de distribution, il va falloir que je divise la puissance et que je le mette dans chaque émetteur, donc c'est un peu plus lourd à saisir. Donc c'était savoir si je pouvais ajouter les deux puissances et le mettre qu'au réseau primaire et si ça revenait à la même chose. Physiquement, vous avez quoi? Vous avez deux circulateurs l'un derrière l'autre ou pas? Par exemple, si j'ai un circulateur au niveau de la chaufferie, puis j'en ai un peu plus loin qui correspond au réseau de distribution. Alors, qu'est-ce que vous appelez votre circulateur au niveau de la chaufferie? C'est la pompe de charge de la chaudière jusqu'à la casse-pression? Non, ça fait quand même partie d'un circulateur. Je sais que normalement, on n'est pas censé avoir deux circulateurs en série, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut juste sommer les puissances et en mettre qu'un effectivement au niveau de la réseau primaire? Est-ce que ça marche au niveau du calcul, c'est bien la même chose? Je pense que c'est ce qui est le plus pertinent, surtout si à la fin, ça alimente bien tous les émetteurs qui sont reliés à Oui, ce réseau primaire, quoi, quelque part. oui. Pour Donc ça moi, revient c'est bien au ce qui miam, me oui. paraît être le plus proche de la réalité sans trop se compliquer la vie, quoi. Ça marche. J'aurais une tendance à le faire comme vous. Si c'est une pompe de charge chaudière, par exemple, en amont de la casse-pression, on peut le mettre en puissance d'auxiliaire de la chaudière. Ok, ouais. Hein, voilà. Donc, on avait justement une question de Laure concernant les émetteurs de chauffage et de froid. Quelle est l'influence de la valeur du débit nominal des émetteurs sur la consommation? Alors, donc ce paramètre-là, on a revérifié hier avec Ludovic, donc ça va jouer sur la consommation des circulateurs, sur les températures de départ et de retour, et ça dépend des configurations. Comme ça joue sur ces températures, ça peut aussi jouer sur le COP d'une pompe à chaleur et aussi sur la déshumidification. Donc, simplement, ce paramètre-là, je vous le remets là sur la... Donc, si on est sur la bibliothèque, sur un émetteur de Chaud-froid. froid, Ouais, alors chaud-froid plutôt, voilà. Ouais, ou froid, quoi. Ouais, alors, je ne sais pas ce qu'on prend là. N'importe. Ouais. Oui, pour la déshumidification, c'est quand on a des ventilateurs. Ici, donc ça va être plutôt donc, des ventiloconvecteurs. Hein. Là, ça ne correspond pas à ce que j'ai sélectionné. Le mode de régulation va jouer ici, et puis aussi la régulation de la température au niveau de la batterie. Donc ça c'est la partie qui va jouer sur la déshumidification. Donc en gros, si vous avez des ventilos convecteurs avec de l'eau glacée,
la conso qui sera liée à la DSU sera liée à la température de batterie froide et potentiellement, en fonction du choix que vous faites au niveau de l'émetteur, soit la température de batterie froide est à température constante, soit elle est à la température, alors je ne sais plus où c'était écrit là, Stéphane, régulée Pardon, de je façon remets. progressive. C'est batterie d'eau régulée de façon progressive. Ouais. Si on est en batterie d'eau régulée de façon progressive et qu'on définit les débits de recirculation, la température de l'eau glacée, si elle varie, elle va avoir une influence, alors qui va être qui va être très faible, hein, mais sur la DSU et donc sur la consommation de chaleur latente, quoi. Donc, ce que ça veut dire, ça, quelque part, qui est un peu en cachet, alors ça ne répond pas tout à fait à la question, mais qui est un point qui est, à mon sens, très important. Pour qu'il y ait de la DSU, il faut qu'il y ait un ventilateur local. C'est-à-dire que si vous mettez un émetteur chaud-froid de type plancher qui n'a pas de ventilateur local, il n'y aura pas de DSU sur le plancher froid. Pour qu'il y ait DSU, il faut qu'il y ait un ventilateur local. Avec ou sans puissance du ventilateur. Ça, j'ai envie de dire, cette case-là, là, où on voit puissance en grande, moyenne et petite vitesse, j'ai envie de dire, celle-là, ce n'est pas très grave. En fait, ce qui est important, c'est le fait de savoir s'il y a du débit qui passe sur du débit d'air, pardon, qui passe sur une batterie froide. En fonction de la température de la batterie froide et en fonction du débit qui passe sur cette batterie, on aura plus ou moins de chaleur latente qui sera prise en compte dans le calcul. Donc ça, c'était le premier point. La température va jouer aussi. Alors, c'était au niveau du générateur. J'ai envie de dire, sur une chaudière, ça va être négligeable aussi. Mais par contre, sur une pompe à chaleur, en fonction de la température des réseaux, la pompe à chaleur va plus ou moins bien fonctionner. C'est-à-dire que si on a des réseaux qui sont très hauts en température ou très bas en température, on comprend bien qu'une PAC qui est RO va avoir un rendement qui va être plus ou moins bon. Donc voilà, l'influence du débit et donc de la température des réseaux va avoir un impact à un moment sur les consos de la pompe à chaleur. Alors, ta remarque rejoint la question suivante qui concernait, qui était la question de Myriam, est-il possible de fixer les températures de fonctionnement de certains équipements techniques, type PAC, et si oui, comment s'y prendre? Donc, je te laisse répondre et on a prévu Tu là as de... l'exemple peut-être là, tu peux peut-être me montrer une génération, s'il te plaît, Stéphane? Donc, j'ai pas ouvert de modeleur. Donc, en fait, les performances des packs vont être liées à la température de la source amont et de la source aval. Alors, on va retrouver ici. On a un projet ici avec une génération. Donc, au niveau de la source amont, celle qui est associée à la génération, là, par exemple, on a un captage vertical, géothermique. Ça peut être de l'eau de nappe, des choses comme ça. Vous allez pouvoir jouer sur le modèle de température, enfin plus ou moins précisément. On reviendra sur la géothermie un peu plus tard. Pour la partie aval, on va pouvoir fixer la température du réseau. Donc au niveau du départ, par exemple. Et puis, on peut aussi fixer des températures quand on est sur la génération complète, dans l'onglet ici, température d'eau. Tu peux y aller? Ouais, ferme ta... Ouais, c'est parce que tu as gardé Alors, attends. Tu n'as pas fermé l'autre boîte. Ouais, mais elle s'est cachée où? Elle est là, voilà. Toc, ici. Voilà, fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution. Donc là, ce sont les températures indiquées au niveau des réseaux qui permettent d'imposer la température aval sur la PAC.
Et sinon, on peut imposer ici la température moyenne constante, en fixant la température de fonctionnement. Alors, on a préparé là 3 variantes pour voir un peu l'influence de ce paramétrage sur les résultats. Donc, on a 3 variantes. On a des résultats ici pour une variante où on a choisi l'option récupérer la température à partir des réseaux. La température n'est pas fixée. Donc, vous voyez ici que sur notre pompe à chaleur, on va avoir 1425 kWh en chauffage. Puis ensuite, on a imposé ici la température du réseau à 70 degrés à 50 Pas la degrés. température du réseau, c'est la température de fonctionnement de la pompe à chaleur. Ouais. Oui, c'est ça. OK. Donc, la température de fonctionnement ici, donc 70 degrés et 50 degrés. Donc là, on voit que ça joue pas mal sur la consommation, ce qui veut dire que ça joue sur le COP de la pompe à chaleur. On peut le visualiser aussi au niveau des graphiques experts. Donc, si vous voulez vérifier le COP de la pompe à chaleur, vous allez sur les graphiques experts, système, trouver la pompe à chaleur, et là, vous affichez le rendement de chauffage. Donc, voilà pour nos 3 variantes. Oui, voilà. Donc là, on a les 3. Donc, on voit que c'est assez régulier. On voit qu'on a des rendements de chauffage qui sont différents selon l'option qu'on a retenue et la température qu'on a imposée en aval ou pas. On peut vérifier la température aval au niveau des réseaux qui remontera au niveau de la génération. On doit avoir l'information dans les graphiques experts éventuellement. Donc, on va ici, température de fonctionnement. OK, c'est celle-là. Il faut que tu évites tout. Clic droit clic droit dans données disponibles. Là, tu fais un clic droit, tu vides tout et tu le remets ici. Ouais, c'est bon. Voilà, pardon. Ce petit couac, voilà. On retrouve ici nos températures 70, 50, et puis là, la température qui est issue donc du réseau primaire. On est en très basse température de départ. Ouais, là, OK, voilà. Il y avait éventuellement une question de Laure, si c'est sur ces problématiques de pompe à chaleur, encore une fois. Oui, on vous écoute, Laure. C'était par rapport à ma question sur les émetteurs avant, parce que vous m'avez un peu embrouillé avec vos histoires de ventilateurs dans l'émetteur bibliothèque, parce que moi, ma question, Ouais. elle portait c'était dans le renseignement des débits au niveau du modeleur. Quand on vient mettre un émetteur dans le modeleur et que si on choisit de ne pas utiliser le module chauffage, il faut rentrer les débits. Si on décoche la petite icône Ouais. là tout en bas. Mhm. Mais Et c'était l'influence de ce débit-là, en fait, sur la consommation. Mais alors, ça dépend si vous avez un circulateur ou pas. Mais en fait, il va jouer sur la température de départ et la température de retour, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'était pour être sûr que la réponse que vous avez donnée tout à l'heure, ça correspondait également à ça. Mais du coup, c'est le Ouais, cas et c'est bon, il n'y a ouais, pas de bien sûr. souci. Ouais. Alors, l'influence, elle peut être techniquement très, très faible, hein. Ouais, Ouais. Je veux dire, hein, ça n'a pas forcément une influence très, très notable, hein. Surtout si vous êtes Est-ce que vous êtes sur de la modulation, pas de la modulation, etc., etc. On peut être assez approximatif sur la définition de ces débits-là, hein. parce que Sur- moi, je recalcule à chaque fois, mais en fait, c'était savoir si je pouvais mettre une valeur assez grande pour que je suis sûre que ce débit arrivera là et que ça n'ait pas d'impact, ou il faut que je recalcule pour chaque émetteur le débit, ce qui, suivant le nombre de zones, prend un certain temps, en fait. Ouais. Si vous mettez des valeurs assez grandes, vous aurez peu de delta T. Du Mm. coup, vous serez quasiment toujours température retour égale température aller égale température retour. Ça ne sera pas forcément loin d'être faux quelque part, j'ai envie de Mm. dire, hein, sur les résultats, hein. Ça ne Ça changera pas marche. énormément votre résultat, hein. On peut se permettre d'être assez à la louche sur ces paramètres-là, hein. Très bien. Ça me va comme réponse. Merci. Je vous en prie. Alors, autre question qui concernait, alors c'était si 2 émetteurs sont présents dans une même pièce, dans une même zone, ça correspond à ce schéma,
N'y a-t-il pas moyen de leur affecter à chacun un scénario différent? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un même scénario pour la zone? Alors, scénario, je pense que c'est pour la consigne. En gros, est-ce qu'on pourrait distinguer le fonctionnement des deux émetteurs là, qui se trouvent dans la même zone? Ces deux émetteurs qui sont potentiellement associés à deux générations distinctes. Alors, on n'a pas détaillé le reste. Donc, la réponse, c'est que non, on ne peut pas séparer leur fonctionnement. La seule chose qui est prévue dans la méthode et qu'on a intégrée au calcul de SED, c'est de fixer un rapport de puissance de l'un par rapport à l'autre, les fameux ratios de surface et les ratios temporels. Mais ça veut dire qu'à tout instant, on suppose que si on a un besoin de chauffage, les deux émetteurs vont appeler de la puissance, vont fournir de la puissance simultanément, selon ce ratio-là. Donc la seule modulation qui va être apportée, c'est une modulation qu'on peut apporter de manière automatique quand on est sur un sous-dimensionnement de l'une des deux générations, puisque là, dans ce cas-là, mettons que la génération 2 soit sous-dimensionnée à un instant T, elle ne va pas pouvoir être en capacité de fournir tout ce que l'émetteur doit fournir à la zone. Et dans ce cas-là, on va automatiquement déséquilibrer le rapport des puissances fournies par les deux émetteurs, notamment pour qu'éventuellement le premier compense la puissance que le second ne peut pas fournir. Donc ça, c'est la fonction que j'avais présentée tout à l'heure, là, qui permet de limiter la puissance dans le cas du sous-dimensionnement. Si on a plusieurs émetteurs dans la même zone, cette compensation va se mettre en place. Mais elle est automatique et vous n'avez pas la possibilité, vous, de dire tel émetteur va fonctionner, par exemple, sur telle période de l'année ou uniquement de telle heure à telle heure. Et à d'autres moments. Sur la période annuelle, tu pourras le jouer, Stéphane. Par contre, effectivement, tu ne pourras pas dire l'émetteur 1 lié à la génération 1 couvre jusqu'à 16 degrés et l'émetteur 2 fait le complément de 16 à 18. C'est-à-dire qu'un système base à point type, comment ça s'appelle, bijonction, etc., tout ça, on n'arrivera pas à le faire. Par contre, on peut, effectivement, dans les hypothèses de base, on va dire l'émetteur 1 de la génération 1 couvre X% des besoins et l'émetteur 2 couvre Y% des besoins. Par contre, techniquement, on sait bloquer un émetteur sur des périodes. On peut dire, tiens, peut-être. Un émetteur ou une génération? Enfin, un générateur. Au générateur, en fait. Tu peux bloquer Ouais. un générateur dans le temps. Il y a deux endroits pour le bloquer. Montre-moi éventuellement, Stéphane, s'il te plaît, l'interface. Oui. Si tu vas sur la génération PAC, là. On ne l'a pas du tout là. Oui, normalement, on a des dates là. Ouais, on doit retrouver les dates. Non, elles n'apparaissent pas. Ouais. Donc, normalement, on doit pouvoir bloquer ici par date. Il y a un petit souci d'affichage là sur la version actuelle. Oui, je ne sais Et pas pour quelle sinon, raison. tu peux aussi bloquer si tu vas sur la pompe à chaleur en bibliothèque. Double-clic sinon dans le tableau là. Oui. En bas, on peut aussi bloquer la pompe à chaleur en fonctionnement ici avec des limites de température. C'est-à-dire qu'on peut dire à un moment, telle pompe à chaleur ne fonctionne pas si la température extérieure passe au-dessous d'une certaine température. Elle ne fonctionne que si le fluide amont est au-dessus de 0 degré extérieur. Alors là, ça ne marche pas parce que je suis un captage. picolé, mais si je suis sur une PAC air extérieur haut, je peux la forcer à l'arrêt en fonction de température de température de ce type-là, ce qui fait que le second émetteur qui sera dans la zone, lui, prendra le relais. Voilà, dans tous les cas, ceci permet de commander les générateurs et pas les émetteurs individuellement quand même. On est d'accord. C'était apparemment l'objet de la question. Est-ce qu'on peut affecter deux scénarios de consigne à deux émetteurs différents de la même zone? Donc ça, c'est pas possible du tout. Il y avait une autre question, donc c'est un petit peu à cheval là, entre les généralités et puis les systèmes. C'était comment simuleriez-vous un poêle à bois avec diffusion de chaleur par air? Donc là, on n'a pas d'outil spécifique pour ça. On va utiliser simplement une génération de type poêle à bois et puis un émetteur de type diffusion d'air chaud. Mais en fait, ça dépend un peu de ce qu'on veut faire avec ça.
Voilà. Je reviens, Stéphane, là, sur l'histoire des semaines d'arrêt. Pardon. Sur ta page, change la gestion des priorités. Mets-toi en cascade. Ah, c'est là, voilà. Et là, on retrouve des semaines de début et de fin de fonctionnement de tel ou tel émetteur. Donc, on peut aussi bloquer le fonctionnement d'une pompe à chaleur dans le temps, à partir du moment où on est en cascade, et dire que cette pompe à chaleur ne fonctionnerait potentiellement, ou ça pourrait être une chaudière bois, que l'hiver. Quitte à mettre un second générateur en cascade derrière et dire que lui, il fonctionne toute l'année, quoi. Une chaudière gaz et qui viendrait prendre le relais. On peut aussi gérer des relais et des cascades à ce niveau-là. Voilà. Et là, on a des semaines de début et de fin de fonctionnement des générateurs. Ça ne répond plus trop à la question, mais c'est important de le voir. Alors, on va aborder maintenant des questions qui concernent l'eau chaude sanitaire. On a 3 questions même 4 sur l'eau chaude sanitaire. D'abord, une question de Laure sur l'influence du nombre de puisages sur la consommation. Alors, donc là, en fait, on va être au niveau émetteur ici d'eau chaude. C'est ce nombre de puisages-là, hein, je l'ai indiqué ici. Donc, soit par heure, soit par jour. Là, on a deux approches distinctes. Quand c'est par heure, le nombre de puisages va s'appliquer à chaque heure du scénario où vous avez une quantité non nulle de consommation qui est indiquée. Et quand c'est par jour, on va lisser en fait les puisages sur la journée. Et ça va s'appliquer à toutes les journées pour lesquelles on a au moins, au moins un litre consommé, quoi. Donc, sur quoi ça va jouer? Ben, ça va jouer sur les pertes sur bras mort, donc le réseau de distribution associé donc, au point de puisage ici. Alors, ce bras mort, il est défini par son diamètre et par sa longueur et la température de distribution. On a éventuellement un coefficient multiplicateur ici pour indiquer qu'on a plusieurs fois la même distribution. Et donc ce nombre de puisages va déterminer la quantité de chaleur perdue à chaque fois qu'on va remplir d'eau chaude, donc ici par exemple à 50 degrés, ce volume de canalisation, et que cette eau va redescendre à sa température ambiante. Donc la température ambiante, elle est définie au niveau ici de la calculette réseau, c'est la température de la zone considérée. Donc l'influence de ce paramètre, elle dépend énormément de la longueur et du diamètre de réseau de distribution que vous avez défini. Si vous n'avez pas mis de longueur ici du tout, ben, le nombre de puisages n'aura aucune influence. Typiquement, c'est très faible, hein. L'influence, ça va être très, très faible. Alors, c'est toujours un peu pareil, c'est un peu l'autre remarque qu'on fait généralement. Vous pouvez toujours tout vérifier dans les graphiques experts. Donc, vous pouvez aller vous mettre sur l'émetteur dans vos graphiques experts, voir les besoins d'ECS avec et sans cette consommation liée au refroidissement des bras morts, pour voir l'influence du paramétrage dans vos résultats. De manière générale, ça sera très faible. Perte thermique bras mort, vous l'avez là. Et puissance ECS hors bras mort ou avec l'ensemble. Voilà, l'idée surtout, c'est que les pertes de ces réseaux vont induire une surconsommation aussi derrière. Autre question concernant l'ECS. Dans le cas d'un équipement ECS à accumulation, faut-il saisir un débit de soutirage toute la journée ou uniquement en occupation? Quelle différence cela implique? C'est une question de Laurence. Donc, évidemment, ça sera plus précis si vous tenez compte de l'occupation, des moments où est soutirée l'eau. Mais c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller dans le détail. Si vous voulez créer un scénario de puisage associé à l'occupation, vous pouvez utiliser la fonction qui permet de dupliquer un scénario. Donc, en partant du scénario d'occupation, vous le dupliquez, vous le transformez en scénario de consommation d'eau chaude. Est-ce que ça répond à votre question, Laurence? Oui,
En partie, typiquement pour un ballon à accumulation, on va avoir un stockage constant, mais ça, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment pris en compte les pertes par Les pertes par? stockage. Je ne vous entends pas Ou très en bien. tout cas, je n'ai pas encore trouvé où on peut dire pertes par stockage. Vous m'entendez? C'est un peu coupé. Très mal. Allô, allô? Ça hache un peu, oui. Ça hache, ouais. Donc, la question, c'était comment... on vous entend Alors, plus. vous avez répondu à la question. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. En fait, il y a aussi un décalage. Ah, ok. On vous écoute. En gros, vous avez répondu à la question. Vous avez répondu à la question. C'est juste qu'en complément, je n'ai pas l'impression que ça prenne bien en compte les pertes par stockage dans le ballon, justement. Parce que quand on passe, par exemple, d'un ballon à accumulation à un chauffant instantané, typiquement, où est-ce que je peux vérifier juste le poste perte par stockage? Alors, ça va être au même endroit, ça va être dans les graphiques experts. Ici, vous allez sur le ballon et vous avez perte thermique du ballon. Ouais. Et si vous voulez avoir les pertes cumulées sur l'année, vous mettez plutôt en mode bilan. Énergie restituée à l'ambiance ballon. Voilà, vous pouvez afficher aussi les températures à l'intérieur du ballon. Si vous trouvez que les pertes elles sont pas très élevées, vérifiez que les températures à l'intérieur du ballon sont conformes à ce que vous attendez, c'est-à-dire que votre appoint fonctionne correctement, que votre rapport de base fonctionne correctement. Donc là, vous pouvez avoir aussi voilà, ce genre de courbe. L'intérêt de tous ces graphiques, c'est de vous permettre de vérifier ce qui se passe au niveau de vos différents équipements à l'intérieur de chacun. Petit nota, tiens, Stéphane, efface ces courbes-là. Oui. Il y a le clic droit ici, là. Quand tu as la souris ici, quand tu fais clic droit, ça efface tout aussi, ça marche très bien. Mets-toi en perte thermique. Et en bas à gauche, au lieu de mettre ta courbe en heures, tu peux la mettre en mois. Et là, c'est des watts-heures, quoi. Hein, on va avoir les pertes thermiques en fonction des différents mois qui va s'afficher ici. Donc ça, on peut aussi l'exporter sur Excel, si vous voulez faire des retraitements derrière, etc. etc. Bon, c'est plutôt anecdotique, mais ça peut être pratique. Ok, merci Ludo. Dernière question concernant l'ECS. Une autre question de Laurence. Pourquoi lors du choix d'un ballon chauffage plus ECS, donc ça se trouve au niveau ici, la production, pardon, c'est ici. Ce choix-là, chauffage plus ECS, on a uniquement la possibilité d'affecter un système solaire. Dans le cas d'une chaudière au gaz produisant l'ECS et le chauffage, ce n'est pas très juste. Alors, en fait, ce n'est pas très clair dans l'interface, mais cette option ne concerne en réalité que les systèmes solaires combinés. Effectivement, c'est pour ça qu'on ne va pas avoir la possibilité d'affecter n'importe quel type de générateur. Donc ça, c'est lié à la méthode réglementaire qu'on a reprise et qu'on n'a pas fait évoluer au niveau de la SED. Des explications complémentaires, Ludo, par rapport peut-être au ballon de chauffage? Oui, effectivement, le ballon chauffage et ECS, on a clairement repris que la THBCE et ce qui bloque sur ce solaire combiné. Alors, pour ceux qui font un peu également de RTRE, c'est une remarque qu'on a souvent, c'est quand vous voulez mettre un ballon de chauffage dans un calcul réglementaire, ça ne marche pas. De manière générale, souvent on se retrouve en sous-dimensionnement ou le moteur bloque directement. Alors, le problème qu'on a sur le ballon de chauffage en RT ou en RE est le fait que, tel que l'algo est construit,
au pas de temps de calcul de la RE, c'est-à-dire le pas de temps de calcul de la RE, c'est au pas de temps horaire, c'est-à-dire qu'il fait un calcul par heure et il somme tous les résultats pour fournir le CEP. Le ballon de chauffage n'est pas capable de fournir plus d'énergie qu'il n'en contient. Donc le problème qu'on a régulièrement, c'est sur des installations de pompe à chaleur avec un ballon tampon ou de chaudière bois avec un ballon tampon. Le volume du ballon tampon n'est pas là pour compenser l'énergie en termes de besoin sur un pas de temps d'une heure. Il est juste là pour amortir le lancement de l'équipement, quoi. De fait, dès qu'on met des ballons de chauffage, des ballons tampons de chauffage dans un calcul RE ou RT, l'algo, il ne marche pas. En SED, on a moins ce problème-là. Pourquoi? Parce que notre calcul, il se fait au pas de temps. Alors, même si les résultats sont, quand on les ressort au niveau des graphiques, même si les résultats qu'on ressort sont, eux, horaires, le calcul, il se fait à un pas de temps que vous pouvez vous-même prendre Je le ici. montre à l'écran. Ouais, merci. Vous pouvez l'ajuster au dixième d'heure, c'est-à-dire ça fait 6 minutes. Donc, si vous réduisez le pas de temps, on arrivera à prendre de manière relativement fine un ballon tampon de chauffage sur une chaudière bois ou sur une pompe à chaleur. Donc, puisque le pas de temps, sur un pas de temps, l'énergie appelée est plus faible, donc le ballon a la capacité de le fournir. Donc voilà, ça c'est une petite info en plus. On avait fait des tests de mémoire là-dessus aussi. Et on voyait des résultats, non? Je sais plus. Oui, ballon de chauffage avec un pas de temps de 30 minutes et de 6 minutes, oui. On avait des différences, notamment sur la durée de sous-dimensionnement qu'on avait noté et sur les performances aussi légèrement. Ouais. On arrivait à avoir des fonctionnements réels et à bien prendre en compte l'effet du ballon tampon du ballon tampon de chauffage à partir du moment où on réduisait le pas de temps de la simulation. Et malheureusement, le ballon chauffage ECS, il ne sera pas techniquement possible. Mais Donc voilà, un ballon chauffage et un ballon ECS. On est arrivé au bout de cette première partie. Est-ce que vous avez des questions encore? Alors, il y en a une qui a été posée, je vois par écrit, de Ayoub. Dans le cas de la variante PAC 70 degrés, avez-vous intégré un appoint électrique? Donc ça, c'était par rapport à la variante qu'on a présentée tout à l'heure. Donc là, on n'avait pas mis d'appoint électrique non, sur cette variante. C'était juste un test là, de sensibilité sur ce paramètre. Ouais. Effectivement, ça expliquait pourquoi on avait des mauvais résultats au niveau du rendement de la PAC. Et on n'avait pas mis de limite de fonctionnement de la pompe à chaleur. On considérait qu'elle fonctionnait encore jusqu'à 70 degrés, même si physiquement, effectivement, ça pose question. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie suivante qui concerne donc les systèmes spécifiques des cas particuliers. On a déjà abordé une question sur le poêle à bois et on va continuer avec une question de Rémi qui concernait la prise en compte et la saisie des différents modes de distribution en logement collectif, production de CS en accumulation instantanée, module d'appartement. Donc, Ludo, je te laisse répondre. Ouais, j'ai envie de dire sur la production de CS en accumulation, je ne pense pas qu'il y ait trop de problématiques puisqu'on va décrire notre chaufferie, notre ballon en chaufferie, on va décrire notre bouclage et nos différents besoins au niveau de nos émetteurs. Donc là, je ne vois pas trop le souci. Instantané, je présume qu'on est donc en chauffage individuel. Eh bien, on va les décrire. Alors, soit on le fait de manière un peu simplifiée, où on dit je décris une chaudière individuelle et j'utilise le coefficient multiplicateur qui est disponible pour dire si j'ai 24 apparts, j'ai 24 chaudières individuelles et je relie tous mes émetteurs de tous les apparts
à cette génération, soit je redécris la chaudière de chaque appartement. Ça, c'est au choix. Moi, je vous inviterais plutôt à faire du simple dans un premier temps. Donc, j'ai envie de dire, sur les 2 premiers modes de saisie, il n'y a pas trop de difficultés. Où ça devient un peu plus compliqué, c'est effectivement sur les modules d'appartement. Alors, dans un premier temps, j'aurais une tendance à dire, je vais faire quelque chose de simple et je vais pas décrire quelque part ce primaire qui fait chauffage et ECS parce que ça, il n'y a pas d'option dans la méthode THBCE. Donc, j'aurais une tendance à dire, je vais considérer que c'est un bouclage ECS puisque le bouclage ECS va fonctionner toute l'année. Donc, prendre en compte des déperditions de ce réseau primaire qui fait chauffage ECS et le remplacer par un bouclage ECS, je pense que je ne suis pas très loin des déperditions et donc de mon bilan de conso. Il y aura éventuellement une solution pour prendre en compte ces modules d'appartement de manière plus fine en utilisant les options sous-station et en considérant que chaque module d'appartement est une sous-station. Alors là-dessus, il y a peut-être effectivement, parce qu'il y avait une autre question également sur les oui, voilà. Comment ça marche, comment les indiquer. Donc, on a ici un schéma qui représente une chaufferie centrale pour un quartier. Une chaufferie centrale qui va alimenter les sous-stations qui sont associées à plusieurs bâtiments d'un quartier. Mais effectivement, dans le cadre du module d'appartement, on pourrait avoir cette approche en considérant qu'on remplace ici les bâtiments par des logements. Et donc, ça ne modifie pas en fait le schéma général du réseau. Donc, les sous-stations sont disponibles dans le calcul, dans la saisie. Ça va fonctionner de manière un peu particulière puisque le calcul va être réalisé en 2 étapes. Donc, la première étape va consister à calculer les besoins, donc ici de chaque bâtiment, dans le cas du module d'appartement, de chaque logement, qu'on va associer à la sous-station. Donc, la sous-station va être ici en position de génération pour chaque bâtiment ou chaque logement. Donc, en gros, on crée des générations pour chaque appartement où la source d'énergie, c'est un réseau urbain. Quand on a réalisé ce premier calcul, on va lancer un deuxième calcul sur un autre projet. On va décrire la chaufferie. Et là, on va cette fois-ci remplacer ce qui est habituellement un émetteur par les sous-stations vues donc du point de vue là, de l'amont. Et donc, c'est bien au niveau projet qu'on va les saisir, puisque là, les sous-stations ne sont pas associées directement à un bâtiment modélisé sur ce deuxième projet. Les projets, les bâtiments se trouvent hors du projet. Ils ont déjà été calculés. En gros, sur la première simulation, vous allez créer des générations qui font du chauffage et de l'ECS, potentiellement avec un ballon, mais leur source énergétique, c'est un réseau urbain qui va donc fournir de l'eau chaude. Le bilan de cette première simulation, c'est que vous aurez X générations qui consommeront des kilowattheures, alors effectivement, sous forme de réseau urbain. Donc ici un exemple, on a un logement, un bâtiment de logement HLM, et alors c'est au niveau sous-sol, voilà, on a notre sous-station ici. Donc là c'est pour l'ECS, on a un montage ballon ECS avec un capteur solaire. L'appoint également est assuré par une sous-station qui assure aussi le chauffage, on le voit ici. Donc, quand on fait le calcul sur ce premier projet, on a ici des consommations de type réseau pour le chauffage et donc pour l'appoint en eau chaude sanitaire. Et ça ne nous dit pas donc exactement quelles sont les consommations de la chaufferie en amont. Alors, la chaufferie, on l'a modélisée sur un deuxième projet qui est associé à un autre bâtiment, là, qui est une crèche en l'occasion, en l'occurrence. Et donc, je vous ouvre l'autre projet. Vous allez trouver ici, donc au niveau projet, la sous-station
qui permet de faire le lien entre la chaufferie, donc la chaufferie ici se trouve. Même pas. Ouais, enfin, là, la sous-station, en fait, c'est purement des besoins. Voilà. Cette sous-station, elle décrit juste des besoins qui reprennent les consos du réseau de l'autre simulation qui s'appelait Voilà. SD Logement. Donc là, on va récupérer en fait les résultats. On a accès à la liste des variantes là, qui ont déjà été calculées. On sélectionne la variante, on sélectionne la sous-station, on récupère ici. Donc là, vous voyez la valeur globale, mais donc la valeur globale, c'est celle qu'on avait tout à l'heure au niveau du logement, 80 630. Mais les calculs vont bien être réalisés ici avec un pas de temps d'1 heure. On va récupérer les résultats horaires et on va les intégrer comme un appel de puissance. Et donc, on va relier cette sous-station à la chaufferie centrale ici, au niveau du réseau primaire qu'on avait créé. Bon, on n'est pas obligé de créer un réseau primaire, mais là, il y en a un. Donc, c'est en bas qu'on indique le lien vers la génération. Et au bout du compte, terminé, on obtient ce tableau de consommation, donc au niveau du deuxième projet. Et là, on a la répartition entre gaz et électricité, puisqu'ici, on est sur une chaufferie qui comporte une pompe à chaleur avec une chaudière gaz en appoint. Voilà. Voilà pour les sous-stations. On va passer. Il y a une question de Laure. Oui, rapidement. Et du coup, pour la définition du réseau qui simule la sous-station, on met quoi en puissance d'échangeur? On met la puissance de la chaufferie ou ça Non, n'a pas d'impact? la puissance de l'échangeur en sous-station. Oui, parce que du coup, dans le premier projet, on simule un réseau de chaleur, du moins, un équivalent réseau de chaleur. Ouais. Et du coup, on le définit comment, notre réseau de chaleur? Alors, on va aller le voir hein, sur. Vas-y, va sur la sous-sta. Là, ici. Double clic, enfin, ou dans le montage ballon, là, sur la base. Là, on a notre Ah non, pardon, ici, sous-station. oui, excuse-moi. Ici, elle est en appoint là, de CS. Ouais. On l'a définie en bibliothèque, effectivement, en précisant sa puissance Ça, c'est la nominale. puissance de l'échangeur qu'on va retrouver en bas, quoi. Non? Bah, disons que moi, je voyais un peu cette méthode aussi en truc fictif. Par exemple, moi, j'ai des projets où j'ai, par exemple, 3 bâtiments dans un collège. Ils sont tous reliés à la même génération. Mais moi, j'ai un fichier quartier dans mon Pléiade parce que sinon, c'est trop gros. Et donc, je Ouais. voyais cette méthode-là pour résoudre mon problème de consommation et d'appel de ma chaufferie. Mais Hmm. du coup, j'ai pas d'échangeur parce que réellement, Ouais. j'ai pas de sous-station. Et du coup, qu'est-ce que je mets? Ben, mettez 10 On- 000. Mettez 10 000. Oui, on met un truc très grand, En sans gros, limitation, en fait. exactement, la limitation, elle est juste là pour dire si à un moment, l'échangeur n'a pas la puissance nécessaire, et s'il y a une cascade, c'est un second générateur de la génération qui prendra le relais. Si vous ne voulez pas qu'il y ait de relais qui soit pris en compte et qu'il n'y ait pas de limite de puissance, mettez une puissance Oui, on fictive. met pas de limite. Très bien. Vous la mettez très Ouais. haute et comme ça fonctionnera. Mais effectivement, s'il n'y a pas d'échangeur et que c'est directement le réseau primaire qui vient attaquer le ballon de CS, etc., c'est comme ça qu'il faudra le faire. En Ça pratique, il y marche. a aussi un calcul de perte qui est réalisé là, je sais plus Ouais, mais comment. c'est pas, ouais, c'est peanuts, hein, c'est pareil. Ouais. Ça joue, ça joue, c'est l'épaisseur du trait, quoi. On a beaucoup d'autres sources d'incertitude que la classe d'isolation d'échangeur. Alors, on va fermer là la question des sous-stations. On va passer sur un autre type de système. Alors, le rafraîchissement adiabatique. Alors, le rafraîchissement adiabatique, c'était une question posée par Laure, justement. Consommation de rafraîchissement adiabatique. Comment sont calculées les consommations liées à la diabatique? Alors, pour rappel, le rafraîchissement adiabatique ne se saisit pas là comme un système de rafraîchissement. Il se saisit plutôt dans les ventilations, dans le calcul aérolique. Donc, pardon, c'est plutôt en bibliothèque que je vais le montrer. Ça fait partie là des objets en ventilation mécanique. Dès qu'on est sur du double flux ou de la CTA DAC, on va pouvoir activer ici
le rafraîchissement adiabatique en été. Et effectivement, il n'y a pas d'indication de puissance à ce niveau-là. Alors, pourquoi? Parce que le rafraîchissement se fait par eau. Donc, en fait, la seule consommation qu'on va avoir, c'est une consommation d'eau. La puissance de rafraîchissement obtenue, elle est pas, on ne va pas pouvoir la préciser à ce niveau-là. Donc, si vous voulez vérifier la consommation d'eau, vous pouvez le faire au niveau des graphiques experts. Vous allez retrouver cette consommation. L'élément qui va être un peu dimensionnant ici, bon, au-delà donc, des paramètres de régulation, c'est cette efficacité-là qui vous donne la capacité à humidifier par rapport à l'humidité à saturation. Donc 0,8, ça veut dire que vous allez pouvoir aller jusqu'à 80% d'humidité. En gros, c'est ça. Ensuite, on est dans les ventilations, donc on continue un peu. Toujours en lien avec les consommations. Donc, un bâtiment est équipé de plusieurs CTA ayant les mêmes caractéristiques. Est-il nécessaire de modéliser les différentes CTA ou une seule suffit? Comment cela impacte les calculs de consommation et de confort? La CTA, elle va jouer donc, sur la ventilation, sur les débits fournis, sur la consommation électrique des ventilateurs, en fonction là, de ce qu'on a précisé ici. Donc ça va jouer bien sûr sur notre bilan de conso électrique, et la consommation des générations qui vont assurer éventuellement le préchauffage ou le pré-refroidissement de l'air. Donc quand vous avez activé ces options sur la CTA. Donc selon la configuration, vous allez pouvoir saisir une seule CTA, mais c'est uniquement si vous êtes dans une configuration où vous avez vraiment une très forte symétrie. Toutes vos CTA sont identiques et vont fournir le même type de logement, le même type de pièces. Donc, vous pouvez essayer de simplifier au départ votre saisie. Mais si vous avez des fonctionnalités, des régulations différentes, ça va être difficile de rester sur une approche simplifiée. Si vous avez du pré-traitement d'un côté et pas de l'autre, forcément, vous serez Voilà. obligé de faire de CTA, quoi. Ça, c'est évident. Mais faites simplifier. Moi, je suis assez pour la simplification. Vous allez faire des micro-erreurs, notamment sur les rendements d'échangeurs, quoi. C'est-à-dire que le fait d'avoir le calcul de l'échangeur et de la température de soufflage en fonction de la reprise, s'il y a un échangeur, elle se fait en fonction de chaque bouche qui est reprise dans les différentes zones de reprise par rapport aux bouches de soufflage. Le fait de mélanger tout l'air au niveau d'une CTA fictive un peu moyenne fait que vous allez faire une micro-erreur sur ces calculs-là, mais ça va être anecdotique, hein. Moi, je suis assez pour qu'on puisse faire un calcul un peu moyen pour gagner du temps. Alors, on a une dernière question concernant les CTA, qui est une question de Lionel, concernant la manière de saisir les différents types de ventilation entre RT, RT et SED, notamment les CTA DAC et DAV. Donc, les CTA, on va pouvoir les saisir conjointement entre la RT et ou la SED et la RT et la SED. En revanche, en SED, on ne gère que les CTA dites à débit d'air constant, et on n'a pas intégré en fait les CTA à débit d'air variable. Donc voilà, ça c'est la limite principale. Ouais, et pareil, sur les CTA de type DAC, alors c'est un peu compliqué de revenir dessus sur les aspects réglementaires. Entre la RT 2012 et la RE 2020, les CTA DAC et DAB ont fortement évolué. Alors, pas tant en termes d'interface, vous avez quasiment les mêmes interfaces entre la DAC RT 2012 et la DAC RE 2020, mais son mode de fonctionnement a profondément changé. Notamment sur le fait de savoir si un émetteur est lié à la bouche de soufflage, comment va s'enclencher cette CTA, etc., etc. Ça a beaucoup changé entre la RT 2012 et la RE 2020.
Aujourd'hui, nous, en STD, on a décrit des CTA de manière très simplifiée. Il nous reste pas mal de travail à faire là-dessus. C'est-à-dire que nos CTA, pour l'instant, elles font uniquement du pré-traitement. La gestion de la boîte de mélange est pas parfaite. On ne peut pas lier un émetteur à la bouche de soufflage pour enclencher la ventilation. Toute cette règle-là n'a pas été prise en compte et il nous reste un peu de travail pour bien prendre en compte ces CTA-là dans la SED. Donc on est bien conscient qu'il nous reste du travail à faire sur cette partie-là. Ensuite, on avait une question concernant les pompes à chaleur de la part de Soukiana, qui n'est pas avec nous ce matin, qui concernait les pompes à chaleur triple service. Comment les modéliser? Alors, pour l'instant, on ne sait pas les gérer en SED. Donc, on ne peut pas gérer les packs triple service, tout simplement. Donc, comment les modéliser? On en fait deux. Une double Voilà, c'est service. ça. Une double service et une clim ou une réversible et une CS à côté, quoi. Pour l'instant, c'est comme ça. Je ne pense pas que ça soit très compliqué à rajouter, nous, pour la suite dans les futurs travaux. Par rapport à ce qu'on a déjà de dispo, on devrait être en capacité de le faire relativement simplement, je pense, pas que le triple service. C'est pas celle qui me fait le plus peur, quoi. Mais malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas encore dispo. On arrive à plusieurs questions qui concernent la géothermie. Donc, une question de Laure. Peut-on revenir sur le paramétrage de la PAC et de la source captage, car sur un projet, j'avais des valeurs de consommation incohérentes. Alors, je vais reprendre ici le projet de tout à l'heure. Donc, ici, on a une pompe à chaleur qui est associée à une source amont de type captage. Donc, on va aller la voir en bibliothèque. Alors, effectivement, on a pas mal de paramètres à renseigner. Ce qui est dimensionnant ici, c'est la longueur de sonde, ça c'est important. Et puis, ce qui va être aussi important, c'est la température du sol. Et la résistance thermique aussi. Et la résistance ici qui permet d'échanger entre la sonde et le sol. Donc là, c'est des données qu'il va falloir renseigner assez précisément. La longueur, faites attention. La longueur, c'est pas trop le souci, c'est surtout sur la résistance de sol. Il faut faire un forage test pour avoir la résistance du sol. Si vous n'avez pas de valeur, on arrive à trouver un petit peu sur Internet. Là, vous pouvez prendre éventuellement 0,14 là, qui marche bien, qui est plutôt assez défavorable, quoi. C'est une valeur relativement peu, qui ne valorise pas le projet, quoi. Donc, c'est assez conservateur. Hein, là, on est en sonde géothermale verticale, donc on met bien une température effectivement qui est fixe toute l'année, quoi, quelque part. Oui, alors en cas de dimensionnement, vous pouvez aussi vous retrouver avec des résultats incohérents parce que le modèle de sol, il est très simple et donc comme il impose la température, dans certains cas, on va avoir des trucs bizarres. Normalement, la température du sol, elle est aussi influencée par la sonde et donc vérifier au niveau des graphiques experts, vous pouvez vérifier la température que vous obtenez. S'il y a des choses bizarres du genre moins 50 degrés, revoyez votre dimensionnement. Alors, on a d'autres types là de sources amont, notamment les eaux de nappe là. Alors effectivement, avec un échangeur, là, ça devient un peu compliqué. Il faut caractériser un échangeur, il y a plusieurs débits à renseigner. Le poids en glycol là, pour la masse volumique. Ah oui, ici, voilà, là, il y a le fluide utilisé en amont, chaleur spécifique et masse volumique. Au pourcentage de glycol. Voilà, donc là, vous pouvez renseigner là, ces données-là en cliquant sur le bouton avec la petite goutte qui vous propose là, donc les chaleurs spécifiques et masse volumique en fonction du taux de glycol de l'eau.
j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas sûr de toutes ces hypothèses-là en termes de débit, de type d'échangeur, etc., je vous invite à simplifier toujours un peu la même idée, quoi. Si on ne maîtrise pas tous les débits sur le circuit primaire, sur le circuit secondaire au niveau de cette eau de nappe avec échangeur de séparation, moi, je vous invite plutôt à passer en eau de nappe sans échangeur, quitte à simplifier la saisie et à prendre plus de consommation électrique s'il le faut en sommant les deux consommations électriques, mais d'avoir un modèle plus simplifié sur lequel on maîtrise mieux les hypothèses, quoi, quelque part. Hein. Je ne préfère pas utiliser des objets compliqués sur lesquels je mettrais des hypothèses un peu fantaisistes, quoi. On risque de plus créer des erreurs dans nos résultats qu'autre chose. Il faut savoir aussi que les mines de Paris travaillent sur un modèle de sol pour des sondes géothermales. Alors, on espère avoir bientôt un modèle de sol qui soit beaucoup plus fin pour prendre en compte des packs géothermiques sur lesquels on pourrait faire des simulations sur plusieurs années et pour voir un peu comment l'évolution du sol sur, par exemple, 10 ans, voir si on ne créerait pas des appauvrissements en fonction des calories qu'on viendrait pomper dedans, quoi. Bon, ça, c'est encore en développement chez nos amis chercheurs. On espère qu'on arrivera bientôt à vous le mettre à disposition. Donc voilà, en fait, je me suis aperçu qu'on a abordé finalement toutes les questions concernant la géothermie. On avait une question concernant la modélisation des rooftops. Donc ça rejoint un peu la question tout à l'heure des CTA. Pour l'instant, ce n'est pas disponible, hein, dans la SED. Donc on ne sait pas du tout gérer ces systèmes-là. On va terminer cette partie sur les systèmes avec une question concernant la récupération sur les eaux grises. Donc, est-ce qu'on peut faire ça sur la SED? Mais pour l'instant, non. Alors, la récupération sur les eaux grises, elle est disponible en RT, en RE 2020, sous la forme d'un titre 5. Mais même qu'en RE 2020, peut-être ça a été intégré même de série, on va dire. Mais on n'a pas intégré cette possibilité sur la SED. Donc, si on veut contourner le problème, il va falloir jouer sur la consommation d'eau, par exemple, pour compenser l'énergie qu'on va économiser en récupérant la chaleur sur une partie de la chaleur des eaux grises. En gros, c'est d'avoir un scénario de besoin en litre qui soit plus faible du fait de la récupération d'eau. Après, comment l'estimer, effectivement, ça va être que de l'estimatif. Alors, à l'issue de cette deuxième partie, est-ce que vous avez des questions complémentaires concernant donc les systèmes et les cas particuliers? Oui, Laurence. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, du coup, la dernière partie que vous avez abordée sur la récupération de chaleur, pouvoir affecter cette récupération-là à un émetteur ou à une zone. J'ai pas trop compris votre conclusion, la conclusion du coup de cette partie. Enfin, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais si on va sur l'émetteur en STD, Stéphane. Ah, j'ai encore un truc qui s'est planqué. Si tu vas sur ton émetteur, s'il y a de la récupération d'eau grise, édite tes besoins de... Ouais, on peut même faire encore plus simple. S'il y a de la récupération d'eau grise, si le fabricant me dit que grâce à la récupération d'eau grise, il économise 40% sur ses besoins de CS, eh ben, je le joue là, où je peux même faire annuler, la faire annuler. Coefficient multiplicateur 0,06. Voilà, j'ai gagné 40% sur mes besoins de CS grâce à la récupération d'eau grise. Ça peut être une solution à minima, hein. J'entends bien que ce ne soit pas toujours l'idéal, mais c'est au moins on prend des hypothèses sur les besoins à partir de ce que pourrait nous donner un fabricant.
sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à la question. Et la deuxième question, c'est à propos de la géothermie, où quand on a eu plusieurs fois le cas en audit où on va préconiser de la géothermie face à de la pompe à chaleur RO, et parfois, on va avoir une pompe à chaleur RO qui va générer plus de gains qu'une géothermie parce qu'en fait, on va avoir une puissance de pompage qui va être telle que du coup, on va perdre ce qu'on gagne en chauffage. On va quels sont les paramètres qu'il faut absolument modifier pour optimiser Ça va être votre COP, cette vos puissance de COP, vos pompage-là. températures de fonctionnement et vos puissances de pompe. Hein. Alors, ça coupe encore un petit peu. Hein. Je suis désolé, je pense avoir à peu près cerné le sens de la question. Les COP, les puissances de pompe et les températures de fonctionnement de tout ça, quoi, hein. C'est ça qui va jouer. Et moi, j'irai vérifier toujours dans mes graphiques experts, voir le COP qui est pris au pas de temps horaire, quelque part, entre ma PAC sur air extérieur et ma PAC, et ma PAC sur eau. Je vérifierai aussi mes taux de Ok, charge. et du coup, Je vérifierai aussi les taux de charge. Hein. C'est-à-dire que si vous surdimensionnez et à fortement. propos de ces COP-là, vous préconisez plutôt de systématiquement choisir les matrices ou parce qu'affecter un COP constant sur l'année, c'est un peu surestimer le pouvoir. Vous préconisez systématiquement de choisir les matrices et après de vérifier les COP au pas de temps. Alors, je ne suis pas sûr, c'est pareil, je suis un peu désolé, ça coupe fortement au micro. Quand on saisit un COP d'une pompe à chaleur, là, je ne sais pas si tu peux nous en montrer un, Stéphane. Donc, on va aller sur la Une pompe à bibliothèque. chaleur, voilà. Si tu l'édites. Si je suis en déclaré ici, puissance absorbée 2,85 et performance 4, ça, c'est pour un régime de, en gros, température amont moins 1,5 degré et régime aval 32,5 degrés. C'est-à-dire que ça, c'est les performances pour ce régime de fonctionnement. Il faut savoir que dans les calculs, aussi bien en STD qu'en RT, à partir de cette valeur-là, nous, on redécrit toute une matrice de points de fonctionnement de la pompe à chaleur. C'est-à-dire qu'on va dégrader le COP dès que la température amont va descendre en température. On va dégrader le COP dès que la température aval va augmenter en température et inversement dans les autres cas. Du coup, on va avoir un COP qui va bien s'auto-adapter en fonction des conditions réelles d'utilisation. Ce n'est pas un COP moyen qu'on utilise, c'est bien un COP au pas de temps horaire. En plus, ce COP, on l'ajuste en fonction de son taux de charge. C'est-à-dire que si je mets une PAC qui fonctionne en tout ou rien et qu'elle a un taux de charge très faible, son COP va plutôt avoir une tendance à se casser la gueule. Hein, donc, le dimensionnement de la pompe à chaleur va aussi avoir son influence sur les résultats et sur les calculs horaires des COP tels qu'ils sont montrés par Stéphane. Alors, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais j'analyserai tout ça, quoi. C'est-à-dire que si vous me dites, ouais, bah, ma PAC, elle est moins bonne en géothermie qu'en PAC RO, bah, je viendrai ici analyser pour bien vérifier que mes températures de fonctionnement sont bien celles que je souhaitais, que la PAC sur air extérieur arrive réellement à me fournir arrive réellement à fonctionner quand il va faire -5 à l'extérieur, etc., etc. Donc, bien décrire toutes ces conditions de fonctionnement pour être sûr de mon coup, quoi. Je ne sais pas si je suis clair, si j'ai répondu à toutes les questions. Alors, concernant les autres consommations et production d'électricité, on avait une question concernant les équipements d'éclairage. Donc, possibilité de parler du point gradation de l'éclairage. Donc, ça, c'est directement ici dans la bibliothèque, là, par exemple, on a un équipement d'éclairage.
Cette ligne à gradation de l'éclairage, donc ce sélecteur permet de modifier la manière dont on va calculer le coefficient C2 là, qui est défini sur ce graphique-là. Donc C2 qui va permettre de moduler la puissance de l'éclairage en fonction ou non de la lumière naturelle. Au cas où c'est impossible, et ici on va moduler. Donc en abscisse, c'est bien l'éclairement naturel qui est considéré. Et on va avoir différents modes de variation qui vont jouer donc sur la modulation de la puissance consommée. Voilà, rien de plus à dire. Tout ça a été repris de la méthode THVCE telle qu'elle. Ensuite, on avait 2 questions concernant le photovoltaïque. Alors, le photovoltaïque, on va la voir ici. Comment choisir le module et l'onduleur? Donc, un système photovoltaïque est constitué d'un type de module ici, d'un type d'onduleur, et puis après, on a un montage possible avec un onduleur central ou un par chaîne ou un par module. Puis on a un dimensionnement avec le nombre de modules. Le tableau au-dessous permet de vérifier la cohérence du dimensionnement et notamment vérifier que la puissance totale des modules ne dépasse pas la puissance de l'onduleur. Et la même chose pour les tensions maximales et minimales de fonctionnement. Donc ce tableau-là est juste un outil qui permet de vérifier la conformité du dimensionnement, la cohérence entre le dimensionnement de l'ensemble des modules et des onduleurs. Enfin, il y avait une question qui concernait l'intégration des panneaux. Avez-vous une astuce pour éviter de devoir mettre les panneaux pièce par pièce plutôt que sur une toiture globale? Alors, quand on intègre effectivement le système photovoltaïque, pardon, ici, on a plusieurs modes d'intégration pour l'intégrer au bâtiment. Donc, si elle intègre en toiture ou en façade, on a une limite actuelle qui est qu'on doit donc sélectionner une paroi, mais une paroi qui doit être plus grande que la surface totale du système. Et ça, c'est généralement pas possible, simplement parce que vous n'avez jamais une paroi qui correspond à la totalité de la toiture, à moins que vous ayez une toiture sur comble, mais dès que vous avez des cloisons intérieures, le logiciel va considérer en fait la toiture comme un ensemble de parois qui vont en général faire une surface inférieure à la surface de votre système. Donc, pour vous éviter ce problème, vous passez en mode terrasse ici. Et l'intérêt de l'intégration en terrasse, c'est que ce n'est pas intégré au bâti. Donc, vous pouvez positionner votre panneau dans le plan de la paroi, mais sans indiquer que vous l'associez à la paroi, et ça permet d'éviter cette limite. Vous pouvez quand même l'associer à la paroi pour récupérer le masque. Oui, on va pouvoir récupérer le masque, mais on n'aura pas le problème de dimensionnement. Voilà. Donc voilà pour ces petites questions qui concernaient donc consommation et production autre. On va terminer rapidement sur les résultats. Alors, concernant les résultats, on avait d'abord une première question qui concernait les heures de sous-dimensionnement. Donc ici, vous avez une indication en rouge de durée du plus long sous-dimensionnement, la plus longue période de sous-dimensionnement. Donc la question, c'était quel seuil va être critique? À partir de combien d'heures de sous-dimensionnement il faut s'alarmer? Donc, dans la réglementation, il ne faut pas dépasser 72 heures consécutives, mais 72 heures, c'est très long. En SED, ce qui est plus intéressant finalement, c'est d'activer, lorsque vous lancez le calcul de la simulation, vous activez ici la case limitation de la puissance par les systèmes. Et donc, la durée de sous-dimensionnement sera certes indiquée, mais ce qui sera critique dans ce cas-là, c'est la température dans votre zone, puisque lorsque le système est sous-dimensionné, la température de consigne n'est plus atteinte.
elle va mettre plusieurs heures à être atteinte si le système est à son maximum de régime. Et donc, ce que vous allez pouvoir évaluer éventuellement, c'est l'inconfort lié à ce temps de mise en température du bâtiment parce que le système est à bloc. Donc, si vous voulez évaluer cette problématique, au niveau des sorties graphiques, vous pouvez utiliser les graphiques experts et vous placez dans la zone qui pose problème. Alors là, je ne sais pas s'il y en a une effectivement qui va être problématique. Vous prenez le mode répartition et vous allez afficher dans ce mode-là les températures de la zone limitées à la période d'occupation pour afficher donc le nombre d'heures à chaque température uniquement sur les heures d'occupation. Ça va vous donner ce genre de graphique et vous allez pouvoir vérifier si vous avez un certain nombre d'heures où la température se trouve en dessous de la température de confort que vous avez définie. Donc, ici, ce n'est pas du tout le cas. Là, j'ai choisi une zone qui est plutôt même bien dotée en apport solaire. Et si je prends par exemple ici la salle de formation, pardon, je vais ajouter ma série. Bon, non, on n'a pas plus de problèmes, donc l'exemple est mal choisi. Mais on pourrait en tout cas avoir éventuellement 18, 17 degrés. Et on pourrait même afficher le nombre d'heures en période d'occupation où la température atteint ces valeurs-là. Voilà, on va passer à une autre question concernant le surdimensionnement. Comment voir le surdimensionnement d'un équipement dans l'onglet résultats? Donc là, moi, je vous invite à vérifier au niveau de votre système son taux de charge, puisque souvent, c'est ça qui va être déterminant pour le système de production de chaud ou de froid. Là, tu avais une remarque, Ludo, par rapport à ça, concernant la production instantanée en ECS. Ouais, oui, j'ai bien le son, pardon. Effectivement, on va avoir un taux de charge sur chaque générateur qui peut être pertinent à regarder. Hein. Si on n'a que des taux de charge à 10%, on peut se dire qu'on est a priori surdimensionné. On va pouvoir comparer notre puissance qu'on a définie dans notre STD à ce qu'on aurait pu faire dans le dimensionnement de chauffage. Hein. C'est aussi à ça qui sert lui en parallèle. Ce qu'il faut faire attention, c'est méfiez-vous quand même de ces notions de taux de charge, notamment si vous avez une chaudière individuelle sur un logement et que cette chaudière fait de l'ECS. Attention, le taux de charge, il est moyenné sur l'heure. Typiquement, si cette chaudière fait de l'ECS, le pas de temps de l'heure n'est pas le pas de temps pertinent pour de l'ECS en instantané. Il faudra avoir un pas de temps beaucoup plus faible. On moyenne sur l'heure les scénarios de besoin en litres d'ECS. On moyenne donc son taux de charge sur l'heure ici en termes de résultats tels qu'ils sont affichés. De fait, le taux de charge il va peut-être être de 10%, mais en fait, sur 10 minutes, il sera peut-être de 100% le temps de la douche. Donc, méfiez-vous quand même de ces critères de dimensionnement sur des systèmes instantanés. Voilà, c'était tout. Merci Ludo. Une question de Landry, comment obtenir les consommations par équipement? On déborde un petit peu le temps là, mais il ne nous reste plus que 3 questions, donc on devrait avoir terminé d'ici très peu de temps. Donc, comment obtenir les consommations par équipement? Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des consommations globales pour le projet. On va aussi avoir des consommations par génération, mais on n'a pas de consommation directement par équipement. Alors, ce qu'on peut analyser, par contre, au niveau des graphiques experts, c'est la fourniture. La fourniture, par exemple. La fourniture et la conso, hein, tu l'as aussi. Et la conso, voilà. Par même exemple, sur la PAC, tu as la point, ou la PAC. Oui, vas-y, Ludo. Eh ben, tu as la puissance consommée et la puissance fournie. Tu as la puissance consommée, là, c'est de l'électricité. Hein. Alors ici, on est en instantané. On peut la voir ici aussi. Donc là, voilà, en instantané, on va voir ça. La conso. Ça, tu peux l'avoir en mois. Tu passes en mois déjà là. Ah oui, ici en mois. Ici ou en jour. Donc là, vous allez l'avoir en mois.
vous pouvez l'exporter et vous allez l'avoir effectivement, sinon au niveau du bilan. Ouais. En bilan, c'est donc le global énergie consommée pour l'année. En affichant ici, bien sûr, la valeur. On a quasiment tout dans les graphiques externes. Hein. Tous les paramètres intermédiaires de calcul des systèmes, vous allez pouvoir les retrouver en fouillant. Vous devriez retrouver à peu près tous les paramètres de calcul intermédiaire. Alors, avant-dernière question, est-il possible de dissocier les consommations de chauffage liées au pré-traitement de l'air d'un côté et aux émetteurs de l'autre? Donc là encore, il faut aller voir du côté des graphiques experts parce qu'on n'a pas de fonction spécifique pour ça. Mais on va pouvoir vérifier la fourniture, notamment liée aux différents réseaux. Et donc, si on veut répartir des consommations, ben, la consommation du système qui fournit d'un côté le pré-traitement de l'air et de l'autre les émetteurs, on pourra les répartir au prorata de cette énergie fournie par chacun des systèmes. Dernière question, la question subsidiaire de Lionel concernant le décret tertiaire. Ce n'est même pas une question, c'est décret Oui, tertiaire. c'est ouvert, voilà. Pouvez-vous nous parler du décret tertiaire? Alors, sachez qu'on y travaille là depuis quelques mois. Les fonctionnalités là devraient arriver bientôt. Notamment, on va pouvoir répartir les consommations par zone. Donc, ça ne sera pas par équipement, mais par zone. Toujours sur le même principe de répartir au prorata des besoins ou de la fourniture. Et puis, Ludo, tu peux dire un mot sur ce sur quoi tu es en train de travailler aussi actuellement? Bah, l'histoire de la répartition par zone, c'était notamment dans le décret tertiaire où il faut dire que sur tel usage, on va être en capacité, il faut réduire de 30%, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'avoir des regroupements de conso qui ne soient pas au niveau du bâtiment, mais au niveau effectivement des zones. Enfin, ou d'un ensemble de zones. Hein. On pourra aussi le faire au niveau Pour les de regrouper. parties de bâtiment a priori. Et l'autre idée, là, c'est des retours qu'on a eus d'utilisateurs et de notre collègue où ils souhaitent qu'on puisse avoir mieux recaler des résultats de SED sur de la mesure et notamment d'avoir des régressions linéaires et de pouvoir avoir des calculs de conso qui soient réajustés par rapport au DJU pour mieux vous permettre de calibrer vos modèles. L'idée, ça va être surtout ça, quoi, de travailler sur le calibrage et le recalage des résultats de SED sur des éventuelles factures. Donc, vous fournir des outils dans ce sens-là. Alors après, je ne sais pas ce qu'il vous faudrait d'autre sur le décret tertiaire. On est toujours preneur d'idées ou de choses de ce type-là. Mais on reste à votre écoute sur les éventuels besoins tertiaires. Mais les deux grosses actions qu'on a identifiées, c'est ces deux-là, c'est-à-dire avoir des résultats par zone en conso et le recalage ou recalibrage sur facture de la SED. Et c'est pour quand? Nous sommes arrivés au bout de nos Attendez, questions. Est-ce qu'il reste des questions? Une question, je crois. Oui, juste l'outil magique de recalibrage, c'est prévu pour quand tout ça? On s'y remet dès que le webinaire est fini. Non, ça avance gentiment, donc ça sera de début d'année prochaine, je pense. C'est pas trop méchant. Ça marche. C'est pas trop méchant. Mais l'idée, ça sera d'avoir en gros des résultats de conso par mois, avec des DJU par mois, où vous pourrez monter votre propre facture de SED, quoi. C'est-à-dire, soit vous partez de la facture de gaz, soit vous partez de compteur d'énergie que vous auriez pu avoir en sortie chaufferie. Enfin, vous définissez votre critère, votre grandeur d'intérêt. Et en face de ça, vous mettrez vos propres factures. Hein, ça sera à vous de les renseigner dans l'outil. Et on comparera les régressions linéaires entre vos factures et ce que sort la SED. L'idée, elle est là. Bah, on a hâte de voir ça. Ouais. Je pense qu'il y a mon collègue qui est assez fanat du truc, donc il sera le premier utilisateur. Je pense qu'on fera peut-être un webinaire là-dessus d'ailleurs. On verra comment on gérera ça.
Alors, et pour l'application du décret tertiaire au 9, point d'interrogation, une question de Lionel. Bonne question. C'est quoi la question, le sens de la question? Lionel, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, activez votre micro. Oui, c'est plus donc dans le cadre d'un projet de neuf qui est également soumis au décret tertiaire. Il n'y a pas de diminution de consommation relative à obtenir, mais plutôt une valeur absolue à viser. Est-ce que Pléiade va pouvoir la recalculer en fonction de différents usages? C'est les fameux facteurs CVC et use définis dans les décrets tertiaires. Alors là, je ne maîtrise pas trop, pour être tout à fait franc. Facteur CVC, vous m'avez dit? Oui, c'est surtout en fonction de définir, par exemple, qu'on a un bureau type fermé ou bureau type open space ou bureau type flex office, qui chacun si je ne me trompe pas, est associé à un objectif en valeur absolue. Et du coup, j'imagine que l'objectif du bâtiment se trouve en une pondération surfacique de tous ces facteurs. Ben, donc, est-ce qu'on pourra définir du coup chaque espace comme un type de... Ouais, c'est une donnée de plus à rajouter, un type de classification des critères tertiaires, quoi, en fait. Ben, je pense qu'en fait, c'est l'idée qu'a mentionné un peu Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir des consommations par zone ou par ensemble de zones. C'est-à-dire qu'on définira une partie de bâtiment et on aura des résultats de conso par partie de bâtiment. Et du coup, vous serez en capacité quelque part de dire bah, telle partie de bâtiment consomme tant en valeur absolue, enfin, sur les différents postes que vous avez sélectionnés quelque part. Je ne sais pas si ça permettra de répondre à la question. Je ne suis pas trop sûr parce que nous, c'est impossible dans le cadre du neuf de connaître les consos futurs. Donc, l'objectif, c'est de dire, voilà, en 2030, le seuil à respecter, c'est autant. Donc ça, c'est a priori, par exemple, pour l'enseignement, on se dirige pour des locaux de classe à 95 kWh par mètre carré par an. Mais nous, c'est savoir si on peut définir que dans le modeleur Pléiade, par exemple, de dire pour chaque espace, ceci est une classe, ceci est un bureau prof, ceci est un bureau open space parce qu'il y a la salle des profs, par exemple, et qui va moduler parce que l'objectif, c'est absolu, défini dans le décret tertiaire, et n'est pas spécialement le même en fonction. Et du coup, ça peut être plus divisé que le zonage, ou alors il faudra adapter le zonage pour chaque pièce, quoi. Non, enfin moi, comme on le voyait nous, c'était de dire bah, on va créer des zones qui soient pertinentes, on va regrouper ces zones. Toutes les salles de classe, on va les mettre dans une partie de bâtiment, avec leur circulation éventuellement. Hein. Tous les bureaux en open space, on va les mettre dans une autre partie de bâtiment, etc., etc. Ce qui fait qu'on aura des résultats par partie de bâtiment et de fait par mètre carré de partie de bâtiment. Oui, travail à évoluer parce que je pense qu'il faut notamment, par exemple, répartir les circulations prorata les surfaces, etc. Enfin, il y a plein de petits points pas très clairs pour personne. Nous, je pense qu'on les mettra, je crois que ça sera dans la même zone. Après, comment est-ce que... c'est à vous d'adapter le modèle de STD. Oui, il y a un peu de tout. Mais la circulation qui est en face des salles de classe, c'est de la circulation qui est liée aux salles de classe, quoi. Le problème, c'est le hall qui est, lui, un peu générique, quoi. Voilà. C'est plus là où... on avait un peu identifié cette problématique de ramener des consos aux zones, quoi. Après, comment est-ce que vous allez pouvoir vous en servir dans ce cadre-là? Effectivement, ça va peut-être être plus ou moins problématique. Il faudra peut-être refaire des ajustements en fonction des besoins, quoi. Ça, c'est effectif. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là. On a déjà débordé d'un quart d'heure. Juste, je vous ai affiché, là, vous avez vu 2 points qu'on voulait que vous reteniez. C'est déjà au niveau de la modélisation, essayer de toujours partir du plus simple, au moins dans un premier temps, pour ne pas trop vous casser la tête. Et puis, souvent, ça permet d'obtenir des résultats qui sont satisfaisants en minimisant le temps de saisie et voir les erreurs.
Et puis d'autre part, ben voilà, comme on le disait, le logiciel, il évolue en permanence. Alors, il évolue à son rythme, hein, pas toujours le rythme qu'on espérerait. Mais ce qu'on vous a dit aujourd'hui qui n'était pas possible, peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, ça sera possible. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant des évolutions du logiciel, notamment quand vous voyez qu'il y a une nouvelle version qui est disponible. On essaie de mettre notamment en rouge les nouvelles fonctionnalités importantes. Voilà. On vous remercie de votre participation aujourd'hui. Merci pour les questions que vous nous avez envoyées à l'avance. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Voilà. Merci. Merci. Au Bonne revoir à journée. toutes et à tous.